Voilà, donc bonjour tout le monde, bienvenue ce mardi soir sur la cinquième web conférence Ostéostructure dédiée cette fois-ci aux techniques de reboutement. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laurent Le Cire, un ami de longue date. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Donc, ami de longue date, depuis maintenant plus de 10 ans que j'ai rencontré à l'école d'ostéopathie à Lille. Depuis, voilà, on est resté en collaboration, on est resté amis et on partage ensemble cette passion pour ce type de technique. Et Laurent donc va pouvoir vous présenter un peu son point de vue, son analyse et un peu son expérience sur ces différentes techniques. Voilà, donc Laurent, je vais te laisser te présenter. Donc, Ouais, je ok. t'en Donc, prie. je suis ostéopathe depuis 2002. J'ai initialement une formation de kinésithérapeute. J'exerce actuellement sur Orchy. Et mon expérience en tant que formateur, c'est d'abord être passé par l'école d'ostéopathie de Lille. Et ensuite, j'ai une expérience aussi dans d'autres organismes de formation, où j'ai dispensé en fait des formations d'articulaire, avec Olivier, et puis pas mal de formations, d'abord en tant qu'assistant et puis en tant que formateur sur les techniques spécifiques qui intéressent les tissus mous. Voilà. Donc, en fait, moi, je suis un petit peu venu au reboutement parce que j'étais toujours un petit peu frustré, je dirais, enfin, le mot est un peu fort, mais de l'enseignement que j'avais reçu sur les techniques tissulaires dans mon cursus d'ostéopathie. Et puis, je trouvais que ce qui était proposé aux étudiants en ostéopathie, notamment à l'école de Lille, était un petit peu léger. Et en première année, enfin, si je me souviens bien, c'était en première ou après c'est passé en deuxième année, je donnais cours d'éducation de la main. Et à travers des techniques un petit peu spécifiques, qui étaient déjà un petit peu les techniques issues du reboutement, j'essayais de développer un petit peu le sens tactile de l'étudiant et je trouvais que c'était vachement intéressant. Et puis, je l'ai progressivement intégré dans ma pratique, tout en continuant à me former. Euh, Chez des gens qui dispensaient des formations en reboutement et puis aussi chez la fille de Jean Monéron, qui donnait des techniques de crochetage ligamentaire. Et donc, je l'ai progressivement intégré dans ma pratique avec des résultats qui me satisfaisaient. Voilà, donc ça fait déjà maintenant quelques années. Et puis, je trouve que s'intéresser au tissu mou, au tissu conjonctif surtout, dans l'abord du patient, qui peut être aussi le support de pas mal de plaintes. Je veux dire, c'est très intéressant et ça complète tout à fait les techniques plus traditionnelles, que sont les techniques articulaires qui sont enseignées, je dirais, dans la plupart des écoles d'ostéopathie. Alors bien ou moins bien, ça c'est toujours le grand débat, mais je pense que le tissulaire a toute sa place et que quand un tissu est chroniquement fibrosé, mal vascularisé, qu'on a des indurations, des tensions, il faut absolument s'en occuper, s'en charger, et que l'articulaire est très bien, mais je pense que c'est primordial de rentrer dans le tissu pour provoquer toute une série de manifestations neurophysiologiques qui permettent de revasculariser, de retrouver l'élasticité tissulaire et de, in fine, soulager le patient. Voilà un petit peu pour l'explication dans mon apport dans ma pratique personnelle. Tu l'utilises un peu l'aigu, le chronique, un petit peu les deux. Tu as un Il y a des principe. techniques qui sont les techniques plutôt réflexes, je dirais plutôt de type, je vais dire entre guillemets, parce que j'aime pas trop citer les sources directement, mais plutôt de type Monéron, qui sont des techniques plutôt réflexes, articulaires, des techniques qu'on va utiliser avec peut-être un peu moins d'intensité, mais un peu plus ciblées, et beaucoup sur le chronique. Là, il faut rentrer dans le tissu, il y a rien à faire, il faut provoquer, fabriquer de l'ortho, il faut revasculariser, il faut étirer, il faut mobiliser. Et donc, forcément, sur le chronique, là, c'est vraiment une super indication. Voilà. Tu as un patient type ou tu peux le faire sur tous les patients?
C'est difficile parce que, en général, le patient un peu carbonique, là, le bon maçon de village, ben, c'est sûr que ça va bien passer, quoi. En général, les gens qui sont bien charpentés, structurellement bien foutus, je veux dire, en général, c'est des techniques qui marchent bien, mais parfois on est assez surpris sur des patients qui sont peut-être un peu plus fluets, plus fonctionnels. Il y a aussi moyen de l'utiliser à bon escient. Et c'est pas parce qu'on parle de reboutement que ce sont forcément des techniques qui sont agressives, parce qu'à partir du moment où on est lent et profond dans les tissus, il n'y a pas d'agression tissulaire, c'est bien supporté et c'est bien efficace. Donc, je dirais qu'à partir de 14-15 ans, je pense que c'est intéressant pour tout type de patient, à condition de pouvoir doser un petit peu l'intensité, de bien cibler les tissus qui en ont besoin. C'est toujours la même chose. Je pense que à partir de là, il n'y a pas vraiment de patient type. Mais c'est vrai qu'en général, chez le patient sportif, hein, un peu charpenté, tout ça, là, ce sont vraiment des techniques super efficaces. Il n'y a pas plus de contre-indications que les autres techniques d'ostéopathie. Ben non, les contre-indications, elles font en général, enfin toujours appel au bon sens du thérapeute. Et si l'examen clinique est bien mené, l'anamnèse est bien menée, en général, voilà, on sait qu'on peut ou on peut pas, mais il y a, je dirais, à part des états cutanés un peu délabrés, des patients très fragiles avec des pathologies systémiques et tout, bon là, c'est clair que c'est un peu plus compliqué, mais il y a pas de, pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses contre-indications Ok. par rapport à d'autres techniques utilisées en ostéopathie, quoi. Oui, de toute manière, effectivement, dans la formation que tu enseignes, par rapport aux diverses techniques que tu enseignes, à chaque fois tu abordes les contre-indications spécifiques de chaque technique. Ouais, On ne va ouais, pas ouais, ouais. pouvoir aujourd'hui dire émettre toutes ces contre-indications, mais il n'y en a pas plus que les techniques articulaires, pas plus que toutes les autres techniques ostéopathiques. Non, non, non. À partir du moment où le premier danger, c'est le thérapeute lui-même, il n'y a pas forcément de grosses contre-indications. Évidemment, évidemment. Ouais. Alors, on va passer un petit peu, donc, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Alors, effectivement, le rebootement, le retour aux sources, hein, on discute souvent ensemble tous les deux. Moi, je me souviens avoir fait un voyage en Égypte il y a quelques années, il y a même presque 20 ans. Et ce qui m'avait frappé, hein, c'était de voir que sur les bas-reliefs, il y avait des gravures, il y avait oui, des gravures. Et je me suis retourné et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je fais un petit peu ces techniques-là aussi au cabinet. Donc, ben, j'ai un peu les mêmes passions que toi par rapport à ces techniques. Et effectivement, je m'aperçois que ces techniques sont anciennes, ancestrales, elles datent, hein, peut-être parfois millénaires, et que ben, on s'aperçoit qu'il y a un véritable retour aux sources quelque part, et que ben, aujourd'hui il y a un peu un engouement vers ces techniques dites ancestrales. Peux-tu nous expliquer un petit peu l'origine de ces techniques? Bah, comme tu l'as dit, elle remonte à la nuit des temps et par tout type de civilisation. Et il y a plusieurs appellations en fonction des différents continents, mais on retrouve quand même en général dans tout type de civilisation des gens qui soignaient manuellement, qui soignaient avec leurs mains, qui soulageaient, qui guérissaient. Alors avec des techniques qui étaient peut-être à l'époque empiriques ou qui étaient enseignées un petit peu sous forme de compagnonnage, hein, mais voilà, on sent historiquement, il y a des traces, hein, comme tu dis, en Égypte. En Égypte, on a aussi retrouvé des cupules qui servaient de ventouses. On a retrouvé des objets qu'on appelait streetgil, qui en fait n'est ni plus ni moins que les guachas qu'utilisent les Chinois en médecine chinoise, qui ont été après réutilisés par les anglo-saxons sous l'appellation Graston. Il y a des formations qui d'ailleurs se donnent sur la mobilisation des tissus mous instrumentaux assistés. Donc on retrouve, il y a toujours une origine qui est en général assez lointaine. Et voilà. Et donc, bon, on parle de rebootement parce qu'ici, on fait quand même référence à les protagonistes des campagnes
de nos pays. Et donc, rebouteux, ben, si on regarde bien un petit peu autour de nous, on a tous un peu des patients qui nous disent, ben voilà, moi j'ai déjà été voir telle personne dans tel village, à tel endroit. Ça, c'est un gars qui, par exemple, soigne les entorses ou coupe le feu. Ou, donc, il y a des choses qui se sont perpétuées sans véritablement de formation, sans véritablement d'institution qui dispensait ces cours, simplement un savoir-faire qui était transmis, hein, sans écrit, sans support, et les gens continuaient à soigner dans les villages et se faire soigner de cette façon-là, avec les succès qu'on connaît. Donc, au niveau de l'historique, il y a le bouquin de Tré Daniel qui est pas mal, hein, qui explique un peu tout ça, mais il y a quand même des origines qui sont très, très, très lointaines. Et depuis la nuit des temps, toutes les civilisations ont été traitées ou se sont fait traiter manuellement. Ouais, on a bien longtemps compris que dès l'instant où on touchait les gens, dès l'instant où on défroissait, on faisait sauter, on défibrosait, dès l'instant où ça rougissait, finalement, on avait du résultat, et sans forcément toujours comprendre pourquoi. Voilà. Alors, par rapport à la plupart des spécialistes, hein, ça s'accorde à dire que c'est un art traditionnel, hein, le reboutement, qu'il suffit de regarder les écrits. Alors justement, on parle souvent des rabilleurs, des monsters. Est-ce qu'il y a une origine commune? Est-ce qu'il y a diverses cultures par rapport à ça? Ou est-ce que finalement tout le monde fait un petit peu la même chose? Non, quand on regarde bien, bon, les bone setters, bon, après, il y a tout l'historique aussi avec l'arrivée, enfin, de style, et puis bon, après, on connaît l'historique de l'ostéopathie, mais les Fletchers, les Westeros, les Algebristas, et quand on regarde bien, tout le monde fait plus ou moins un petit peu la même chose. Tout le monde fait plus ou moins. Euh, donc voilà, comme tu disais, à partir du moment où on rentre dans le tissu, on revascularise, on fait de l'orthosympathique, on stimule, ben on a des effets qui sont là, qui sont bien présents. Et donc forcément, on soulage le patient, si c'est fait à bon escient, bien sûr. Et donc, voilà, les techniques ne sont pas, à mon avis, pas très différentes. Je pense que ce serait bien d'en discuter aussi avec Bernard Tinet qui donne la formation sur Oui, tout le à fait. diaphragme d'une journée, qui lui est aussi allé sur différents continents, regarder un petit peu comment les gens travaillaient. Mais je pense que, in fine, enfin, tout ça reste un petit peu similaire. Je pense qu'en France, il y a quand même Jean Monneron qui a développé son crochetage myofascial avec sa vibration tendino-ligamentaire qui n'était peut-être pas forcément utilisée par d'autres rebouteux ou sur d'autres continents. C'est vraiment un plus aussi au niveau tissulaire. Mais globalement on a quand même un panel de techniques qui se ressemblent très fort. Le dénominateur commun de tout le monde, finalement, c'est toujours ce fameux tissu conjonctif, tissu innervé, vascularisé, qui fait le lien avec tout, et qui est universel, qui est du cuir chevelu jusqu'au petit orteil. Et comme le montre d'ailleurs Guimberteau, hein, Voyage sous la peau, dès l'instant où il y a une stimulation de ce tissu, on a automatiquement un mode réflexe qui s'opère et la vie qui s'organise. Ouais, tout à fait, tout à fait. Ben, c'est le Alors, dénominateur commun et le support, et ben, voilà, on connaît tous. du support presque universel de toutes les médecines finalement. Ouais. Support presque universel de toutes les médecines. Alors, on entend souvent voilà, des noms un peu différents. Alors, je voulais remettre un petit peu cette diapo parce que quelque part, le rebouteux, c'est un peu un mot global. Dans le rebouteux, il y avait les renoueurs, il y avait les bailleurs, il y avait les rabilleurs, il y avait les coupeurs de feu. Chacun avait un petit peu sa spécialité. Et aujourd'hui, ces spécialisations se perdent un peu. Alors, on retrouve un peu des ostéopathes comme toi, comme moi, comme aussi d'autres collègues que l'on connaît, hein, des connaissances communes, qui utilisent un petit peu ces techniques, mais finalement, il y avait une certaine spécialisation déjà chez le rebouteux à l'époque. Oui, oui, oui.
il y en a qui se faisaient plus appeler, comme par exemple les Bayeul, qui en fait avaient déjà bien compris l'importance du soutien du tissu conjonctif au niveau, par exemple, au niveau abdominal, et donc qui faisait enfin, ni plus ni moins qu'un travail, un travail viscéral. Bon, le renoueur qui travaillait surtout sur les espaces interépineux, le ligament supra et interépineux, qui est un ligament qui est très réflexogène et qui peut, s'il est bien stimulé, apporter des modifications tissulaires importantes et surtout des réflexes vasomoteurs importants. Et puis le rabilleur qui véritablement, lui, en fait, remettait, réduisait les lésions euh, articulaires, qui est maintenant forcément l'apanage du médecin et plutôt de l'orthopédiste ou d'urgentiste. Dans les formations de reboutement que moi j'ai fait, il y a des techniques articulaires qui sont des techniques que je ne propose pas dans la formation parce que je pense que les techniques articulaires que tu dispenses ou qui sont dispensées dans les écoles d'ostéopathie sont des techniques qui sont beaucoup plus codifiées, plus propres, plus précises. Euh, Parce que les techniques articulaires qui sont dispensées, je veux dire, dans les formations typiquement reboutement, il n'y en a plus beaucoup. Il y en a encore une qui se fait dans le sud-ouest, c'est chez IRFOR, mais c'est des techniques qui sont très alambiquées, qui se font un peu à l'emporte-pièce. Et honnêtement, je pense que sur ces techniques-là, on peut quand même aussi être un peu dangereux. Donc ça, c'est des techniques on ne propose pas chez Ostéostructure, que je ne fais pas d'articulaire spécifique tel que le rabilleur ou tel que le rebouteux, parce que aller corriger une tête humérale inférieure avec un coup d'épaule, bon voilà, je pense qu'il y a moyen de faire ça beaucoup plus proprement. Donc voilà un petit peu pour les différentes appellations et l'orientation qu'on a choisi de prendre chez Ostéostructure pour l'aspect un peu articulaire. C'est vraiment plutôt du tissu mou. Voilà. Du tissu mou, oui, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait, effectivement, que cette formation est très axée tissu mou. On a quelque part, enfin, tu as quelque part gardé un peu le meilleur du reboutement et ce qu'il fallait garder euh, Ouais, dans ouais. l'utilisation de l'ostéopathie. C'est-à-dire que ça ne remplace absolument pas l'ostéopathie, mais ça vient compléter, ça vient un peu comme un adjuvant, en fait. Ça permet parfois de se sortir de certaines situations qu'on n'arrive pas à se sortir sur les techniques articulaires, les techniques viscérales, crâniennes. Voilà, quand on est un petit peu perdu, parfois on en reparlera tout à l'heure, des zones d'enclavement, eh ben, il est possible, en s'inspirant des techniques de reboutement, de se sortir de certaines situations. Alors, par rapport à la bibliographie, voilà, je voulais remettre aussi un peu tu parles de Très Daniel, donc effectivement, un livre très intéressant, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr, même si finalement on ne retrouve pas énormément d'écrits sur le reboutement, puisque c'est quelque chose d'ancien, il n'y a pas eu beaucoup de textes, il y en a peut-être eu, mais ils ne sont pas publiés. On en retrouve dans les religions, bien sûr, mais ce n'était pas le but aujourd'hui de parler de ça. Mais tu t'es inspiré un peu de ce livre, tu peux nous en parler un peu? Oui, bon, enfin, c'est un petit, oui, mais en fait, c'est un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure quant à je veux dire, enfin, l'historique et la pratique de la palpation depuis l'Antiquité, qui s'est un petit peu, euh, je veux dire, transformé en technique et tout ça. Donc, oui, je pense que honnêtement, le mieux, c'est vraiment de lire de lire le livre pour s'inspirer un petit peu de l'évolution de la médecine manuelle, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une évolution de la médecine manuelle à travers les temps et depuis l'Antiquité. Donc, c'est toujours très intéressant. Alors j'ai une question justement de Thierry qui me pose comme question, qu'est-ce qu'on pense des techniques de Jean Bouana? Connais-tu déjà, toi, Laurent, Jean Bouana? Jean Boina, je ne le connais pas personnellement. Toi, je sais que tu le connais. Voilà, c'est Et de ce que j'en ai entendu dire, et du support de cours que j'ai pu voir,
c'est que en fait, c'est ni plus ni moins que des techniques Monéron. Alors, elles sont Et peut-être enseignées à sa sauce, voilà. avec une explication neurophysiologique qui est peut-être propre à lui, mais sur la technique et la cartographie de la technique, c'est du Jean Monéron. Ouais. Ben voilà, moi, je veux peut-être compléter un petit peu tes propos. J'ai rencontré Jean Boina, je l'ai eu comme enseignant à Genève, hein, donc, puisque Jean Boina donnait des cours à Genève, quelques cours justement de rebootement. Et effectivement, Jean Boina avait été formé par la fille Monéron, peut-être même Monéron lui-même, je ne me souviens plus. Bien sûr, hein, donc c'est une technique de Jean Boina, il n'y a rien à redire. Hein. Ce sont des très très bonnes techniques. Jean Boina est dans le tissu conjonctif. Jean Boina utilise des techniques, peut-être d'autres. Nous avions enseigné à l'époque à Genève les techniques dites inspirées de Jean Monéron, parce que c'est lui-même qui nous avait expliqué le rapport avec sa fille, etc., inspiré un peu de Jean Monéron. Sûrement que Jean Boina, je n'ai plus contact avec lui. Pour répondre à Thierry, hein, je n'ai plus de contact avec lui depuis que j'ai fini mes études à Genève. Hein, mais ce que je peux penser de Jean Boina, bah, c'est qu'il est exactement dans la même philosophie. Il est dans la philosophie du tissu conjonctif et il doit sûrement nous rejoindre sur beaucoup de points. Caroline nous pose également une question sur les techniques niromatées. Alors là, on parle beaucoup aujourd'hui de niromaté, effectivement. Moi, personnellement, je n'ai pas fait la formation niromaté. J'ai d'ailleurs un formateur qui vient de me contacter et qui se propose de venir donner cours chez Ostéostructure sur la formation niromatée. Je ne peux pas trop juger niromaté. Alors, de ce que je connais, alors tu pourras peut-être aussi compléter ça, Laurent, hein, c'est aussi une sorte de technique réflexe cutanée, peut-être aussi de ce que j'ai appris, il avait eu Monéron comme, enfin Branly, hein, avait eu Monéron comme professeur, en tout cas il était connu, enfin, il connaissait Monéron, et finalement il y a aussi un peu cette notion des techniques réflexes, peut-être un peu plus superficielle. Je sais pas C'est si plus superficiel, beaucoup plus superficiel. Ouais. La cartographie est beaucoup plus complète. Mmh. Euh, et alors, ce qui est pas mal dans ce concept-là, c'est qu'il traite en inspire ou en expire ou en position d'inconfort ou de confort en fonction. Donc ça, c'est une notion que Monéron n'introduit pas. Donc je pense que ça peut être très intéressant, mais voilà, moi je n'ai pas fait non plus Voilà, la formation et je sais qu'il y a des applications qui sont très intéressantes et des patients qui sont, c'est toujours comme pour tout, hein, qui sont contents et d'autres à qui voilà, ça n'a pas fait grand-chose. Donc je peux pas trop me prononcer sur Niromaté. non, moi non plus. Alors, Les stages sont un peu plus longs, mais voilà. oui, Caroline nous pose la question de connaître la différence. Alors effectivement, la différence entre toutes ces inspirations finalement du rebooteux, il y en a énormément, il y en a énormément et à la fois peu, puisque il y a un peu comme l'ostéopathie, il y a autant d'ostéopathie qu'il y a d'ostéopathes, et il y a autant de rebootements qu'il y a de rebooteux. Hein, finalement, ben, Caroline, tu es formée en niromaté, donc tu peux peut-être confirmer un peu nos propos. Je pense qu'il y a une sorte de, il y a une origine un peu commune, hein, entre toutes ces techniques, que ce soit les techniques de Jean Boina, les techniques de niromaté, les techniques un peu de Monéron, les techniques de reboutement. Il y a Ouais, toujours. Monéron, il y avait un couvent pas très loin, c'était une bonne sœur qui l'a initié. Jean Monéron était pharmacien à la base, il traitait dans son arrière-boutique. Il s'est fait emmerder par l'ordre des pharmaciens. Il a repris des études, bah, ça date, hein, repris des études de kinésithérapeute pour ne plus être emmerdé. Ouais, c'est Et ça. a délocalisé à l'époque, c'était dans les années 75-80, a délocalisé son cabinet. Et il a pu travailler comme pharmacien, il recevait dans son cabinet pour traiter les gens. Il n'y avait pas de table, il y avait juste un tabouret. Il traitait les gens debout. Ça, c'est aussi un petit peu la différence avec peut-être Niromaté, où parfois on assoit les gens. Enfin, en Monéron aussi, mais bon, on traite essentiellement debout.
Et voilà, il a développé comme ça son savoir-faire à travers l'enseignement d'une religieuse. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que fondamentalement parlant, quelles que soient les différentes techniques qu'on peut voir aujourd'hui, le niromaté, même l'orthopraxie, hein, je sais si c'était Safin, je sais Sa plus, fin, ouais. Safin, voire d'autres de formations hein, qui existent. Hein. Fondamentalement, on est tous voilà, sur le même point commun, encore une fois, l'action réflexe du tissu conjonctif, cette vasodilatation, cette restauration tissulaire, hein, comme le démontre très bien Guimberteau d'ailleurs, et il n'y a pas de différence fondamentale, il y a toujours une petite différence dans la pratique, dans la mise en place, dans certaines pathologies, on améliore peut-être certaines choses, comme peut-être les Niromaté l'améliore par rapport à Monéron. Mais fondamentalement, pour répondre un peu à Caroline et à Thierry, je ne pense pas qu'il y ait d'énormes différences entre les techniques. Alors, on voit un peu maintenant justement que c'est la modernisation, un peu le dépeuplement rural. On sait que les rebouteux étaient un peu planqués au fin fond des campagnes. Et finalement, aujourd'hui, on les voit revenir un peu dans les villes. On les voit revenir un peu dans les villes. Et on constate qu'il y a un intérêt comme ça à être un peu pluridisciplinaire au niveau de ces techniques. Ouais, en fait, toutes ces techniques en fait ont été codifiées, hein, forcément. Maintenant, on essaye quand même Tu parlais de Guimberteau, il y a aussi Myers qui fait de bonnes choses. Il y a Stecco qui parle pas mal du tissu conjonctif, qui met un peu d'explication neurophysiologique à tout ça. Mais bon, globalement, on sait qu'au XXIe siècle, ben, forcément, les rebouteux sont devenus en grande partie, parce que ça a été codifié, ben, éthiopathes, kinésithérapeutes, ostéopathes ou chiropracteurs. Ils se sont scientifisés un peu, quoi. Pardon, je t'ai mal. Ils se sont scientifisés un petit peu. Voilà. Ils se sont scientifisés un petit peu. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors, tu vas nous expliquer un petit peu les différentes techniques que le rebouteux hein, est susceptible de faire, celles que toi tu as gardées un peu plus. Alors, on va pas toutes enfin, on va les expliquer, on va pas faire tout le corps, hein, bien sûr, on va prendre quelques exemples hein, pour illustrer cette conférence. Voilà. Qu'est-ce que tu utilises toi comme technique? Quelles sont les techniques quelles sont les techniques du rebouteux? Celles que la technique, je veux dire vraiment du rebouteux, la technique phare du rebouteux, c'est le lissage. C'est ni plus ni moins que la pression glissée. On va simplement y rajouter en fait une accélération du geste au moment où on va sentir la densité tissulaire pour provoquer un effet réflexe supplémentaire. Le lissage, il peut s'effectuer soit avec le pouce, soit avec la pulpe des doigts, soit avec les interphalangiennes, soit avec le coude aussi, hein, quand on travaille sur un massif fessier. Donc ça, c'est vraiment la technique phare du rebouteux. Les techniques réflexes, il y a quelques techniques où on utilise aussi les recoils, toggle recoil, qui sont intéressantes. Le broyage, c'est pas prendre et écraser, hein, c'est en général mettre en tension transversalement et se servir d'un levier pour augmenter cette contrainte tissulaire. Je dirais qu'il faudrait le voir pour le comprendre. Le pin and stretch actif, ça c'est des techniques qui sont très 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 intéressantes. C'est des techniques qui sont en fait un petit peu issues du Ensure and Stretch et du pin and stretch. La différence ici, c'est qu'on va demander la contraction du muscle antagoniste afin d'avoir un effet sur le muscle ou le tissu musculaire sur lequel, par exemple, on veut agir. Ça fait simplement appel à un principe neurologique qui est le principe d'inhibition réciproque, qui va augmenter en fait le relâchement tissulaire du tissu conjonctif, de la jonction myotendineuse du muscle sur lequel on agit. Le crochetage.
voilà, alors on peut crocheter manuellement, on peut crocheter instrumentalement. Bon, moi, voilà, je préfère le crochetage manuel. Des techniques articulaires qui sont des techniques propres aux rebouteux et que j'ai vraiment sélectionnées et que j'ai extraites un petit peu par rapport aux techniques, je veux dire, qui sont faites à l'emporte-pièce, où on va réduire des dorsales avec le patient, les pieds pendus au plafond. Donc ça, c'est pas ce qu'on fait à la formation. C'est techniques articulaires spécifiques au reboutement et qui sont intéressantes aussi. Après, phytothérapie, c'était simplement pour expliquer que les rebouteux traitaient et travaillaient aussi avec de la phyto, certains tout du moins. Et on peut aussi rajouter, un côté un peu plus ésotérique, les prières, parce que bon, c'est tout ce que, même dans nos campagnes, les patients vont parfois chez des gens qui sont des rebouteux et qui travaillent avec des prières ou avec des incantations. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien, ça n'a pas été codifié, ce n'est pas enseigné chez Ostéostructure. Donc voilà un petit peu pour le panel des différentes techniques qui sont proposées dans la technique reboutement. Alors, on parle beaucoup des trigger points, effectivement, dans aujourd'hui. Ouais, bon, les rebouteux travaillaient déjà avec les trigger points. Euh, les trigger points, en général, moi de toute façon, en technique de reboutement, c'est surtout de la pression. Alors après, on peut travailler sur les différentes modalités ou en position de raccourcissement et bon, on est plus sur du Jones entre guillemets amélioré ou alors en position de mise en tension si on veut vraiment aller chercher la densité tissulaire. Ce qui est pas mal aussi, c'est que le trigger point, on peut le travailler sur de la pression glissée aussi. Ça, c'est un petit peu la différence par rapport aux techniques purement trigger. On recherche toujours l'irradiation à distance et la sédation de l'hypertonie musculaire ou de l'hypertonie du tissu conjonctif parce que forcément, on se rend compte que le tissu conjonctif avoisinant, il s'adapte aussi par rapport à la contrainte qu'on lui inflige. Donc ça, ce sont des techniques qui sont, je veux dire, fréquemment proposées et utilisées au niveau de la formation de reboutement. Ouais, j'étais même surpris dans les trigger points d'apprendre qu'il y avait plusieurs trigger points par muscle et qu'il ne fallait pas forcément se contenter d'un seul trigger et aller justement dans la palpation musculaire rechercher tous les triggers. On peut retrouver parfois plusieurs trigger points par muscle et c'est surtout cette douleur à distance, cette douleur projetée, cette douleur référée comme on dit, qui est très très intéressante justement dans les trigger points. Alors, voilà, tu parlais tout à l'heure de la technique très, très rebouteux, le lissage génicien, comme on te voit faire ici en cours, sur un deltoïde. Qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ce lissage? Quelles sont un peu les modalités un peu plus précises? Le lissage, il se fait progressivement en intensité. Au départ, il est lent et profond. Quand on accélère le geste, il y a un petit peu plus de vitesse forcément pour avoir cet effet réflexe, un peu de sidération des tissus musculaires. Progressivement, on densifie et on va essayer. Alors, quand on parle de la boule, c'est ni plus ni moins que par exemple un trigger point ou une zone conjonctive fibrosée, indurée. Et cette boule, on va essayer de la. Alors, c'est pas pour faire de la chasser, en fait. On va essayer de la faire vibrer, pour avoir un point d'accroche. Et donc, en fait, on a toujours une main qui fixe le tissu, ça c'est très important, et une main qui va appuyer et glisser sur le tissu pour justement avoir une majoration de l'effet escompté. Si on travaille à une main ou si on travaille sans mise en tension préalable du tissu, c'est beaucoup moins efficace, on est moins précis. Quand on regarde maintenant Myers, qui a quand même pas mal codifié ces techniques et qui a fait des livres intéressants, on voit que aussi le passage au départ est lent et progressif et puis il s'intensifie de manière à pénétrer le plus possible dans les tissus, mais toujours en n'étant pas agressif. Alors, c'est pas parce que ça paraît agressif quand on le voit faire que c'est agressif pour le tissu, parce que si c'est agressif pour le tissu se relâche pas. Donc voilà un petit peu plus
Un d'éclairage peu, par rapport à dans ces quelle techniques de massage. symptomatologie, dans quelle pathologie, effectivement. Alors là, par exemple, sur l'épaule, alors on sait très bien que l'épaule, euh, Bah, moi, ici, par exemple, on voit un travail sur ce qu'on appelle vulgairement les colonnettes du deltoïde, qui sont ni plus ni moins que les myofibrilles, qui sont souvent, quand on a des problèmes d'épaule, au niveau du tiers moyen, voire tiers postérieur, on retrouve sur ce muscle multipéné des indurations tissulaires qui sont souvent dues à des hypertonies musculaires ou du tissu conjonctif dense. Et donc, on rentre par exemple dans les colonnettes et on va les étirer, les mobiliser en amenant ici, bon, c'est une technique un peu spécifique, une position de raccourcissement, et puis on va maintenir le point fixe et étirer ces colonnettes, ces fibres musculaires. ça peut par exemple être utilisé sur des bursites, tendinopathies, Sur les congestion. tendinopathies qui sont chroniques, ça marche très très bien, c'est très intéressant. Si vous voulez travailler aussi sur les jonctions myotendineuses et réintégrer un petit peu la symptomatologie dans une chaîne myofaciale dysfonctionnelle, ça peut être intéressant aussi parce qu'on a un travail qui est ici qui est longitudinal. Ouais. On peut aussi sur les pressions glissées aller chercher par exemple des zones d'enclavement sur un nerf périphérique. Ça, on y reviendra après, je pense, dans le Oui, oui, PowerPoint, ouais, on en parlera parce un que je peu. vais donner un fil conducteur à la formation. Voilà. Je ne veux pas me contenter de travailler zone par zone et dire voilà, sur les épaules, on fait ça, sur les mâches, parce que ça fait un peu recette. Et puis, c'est aussi découper le corps, donc c'est pas intéressant. Donc, on a un fil conducteur qui est le neuroménager et les douleurs plutôt d'origine neurale. Voilà. Oui, on est bien d'accord que le traitement ne se contentera pas de local et qu'on sait très bien que les techniques de reboutement local seront complétées par des techniques à distance dans une vue bien plus globaliste du corps humain qu'un Ouais. travail purement local. Ouais. Alors, je ne fais pas non plus l'apologie du rebootement. Hein. Je veux dire, ça n'enlève. Je ne travaille pas que comme ça. Non, non, c'est un C'est complément. Voilà, c'est un complément. C'est un c'est un adjuvant, un complément des complément. tissus mous. Ça fait partie de la boîte à outils. Ça fait partie de Voilà. la boîte à outils. Ça fait partie de ta boîte à outils. Alors, on parle aussi beaucoup des, voilà, des broyages et des massages, puisque finalement, on est tous d'accord là-dessus. Hein, un bon massage, ça fait du bien. Hein, donc, et parfois, c'est un peu ce que je reproche, moi qui aussi, comme toi, hein, qui venons du monde de la kinésithérapie. Savoir masser, c'est parfois très important. Alors aujourd'hui, le kinésithérapeute masse de moins en moins, l'ostéopathe ne masse pas. Finalement, le massage, c'est dans les instituts de beauté. Non, j'ai envie aussi de remettre aussi le massage au cœur un peu de la thérapie, parce que pour moi, le massage en lui-même, hein, le massage thérapeutique et non pas de bien-être, fait partie de nos techniques. Ouais, alors ici, le massage, ça n'a rien à voir avec l'effleurage. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je D'accord? veux dire. Il y a pas de travail de massage pour la récupération, pour le bien-être ou voilà. Quand on dit massage, c'est aller prendre un muscle, l'étirer, le tordre manuellement, passivement ou activement. Ce n'est pas passer la main sur la peau, c'est pas de l'effleurage. Voilà. Ouais, on n'est pas dans le C'est pour ça bien-être. on dit massage et broyage. Voilà. Alors là, on voit, tu proposes une technique de massage sur les lombaires. Et dans quel cas, un peu, tu peux nous proposer ces techniques? Plutôt le chronique, l'aigu, Non, plutôt le chronique. dans la lombalgie, par exemple? Ouais, plutôt le chronique. On a tous des gens qui viennent au cabinet avec des paravertébraux. On voit la ligne des épineuses qui est une véritable gouttière. Je veux dire, donc c'est un patient qui a peu de mobilité, qui est très fibrosé, qui a une colonne lombaire qui n'est pas très en forme, qui souffre depuis longtemps. Bon, ben voilà, par exemple, aller d'abord travailler les paravertébraux en rentrant dans les tissus. Ça permet en fait aussi d'avoir après un jeu articulaire un peu plus fin et d'avoir une perception de ce qui se passe au niveau articulaire, si on veut compléter avec de l'articulaire, bien sûr, un peu plus précise. Et ça, c'est pas mal quand même, plutôt que
d'attaquer en direct un mec de 120 kilos qui vient avec des douleurs chroniques qui sont installées depuis des années et des années. C'est pas parce que vous allez aller, je veux dire, truster L3 ou donner une information spécifique sur une vertèbre ou deux que vous allez modifier sur du long terme l'atrophicité de son tissu conjonctif qui est bien enraidi et qui est bien hypovascularisé. Donc ça, c'est pas mal aussi en complément, quoi. Rentrer dans les tissus, c'est toujours pareil. Essayer d'assouplir et de voir un petit peu comment ça s'adapte. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi que sur la personne fibrosée, dyspopathique, arthrosique, la cinquantaine, soixantaine, qui a travaillé toute sa vie dans le bâtiment, c'est pas une petite L3 en ERS qui va faire grand-chose. Ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. En Bon, association, désolé pour les stagiaires ou les ostéopathes parisiens qui n'ont que des bureaucrates, hein, mais nous, oui, nous à la campagne, on n'a pas que ça. non, Euh, non, c'est sûr. En association au viscéral, ça peut être très intéressant justement parce que on se rend compte que finalement, le viscéral, enfin moi le viscéral comme je l'enseigne, c'est un viscéral finalement conjonctif, c'est un viscéral de rebouteux. Je n'utilise pas le mot, mais enfin dans mon cours, mais finalement l'association redonner de la trophicité au plan postérieur et redonner de la trophicité au plan antérieur peut aussi être très intéressant pour la région lombosacrée. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Bon complément. Un bon complément. Alors, on en arrive un peu au pin pardon, and stretch reflex, hein, qui font partie de tes techniques un peu, je ne vais pas dire préférées, mais que tu utilises très fréquemment. Et surtout, voilà, que tu utilises un peu dans des vertus musculaires. Quelles sont un peu les indications de ces techniques et un peu les modalités? Quand on fait du crochetage manuel, on mobilise le muscle transversalement, c'est bien parce qu'on le libère par rapport aux cloisons intermusculaires, par rapport à ses voisins conjonctifs. Ici, on a vraiment une mise en tension qui est très très importante et qui est locale, ça c'est très important, qui s'exerce sur le point d'appui. En opposition, par exemple, aux techniques, parce qu'on dit qu'en étirement, on est aussi longitudinal, mais en étirement, on reste très global. Si on a des zones de fixation qui sont précises, avec l'étirement, on va passer à côté, ça c'est sûr. Et donc, en exerçant une contrainte locale et en sollicitant l'agoniste pour étirer la zone conjonctive ou le muscle, ou même parfois, ça marche aussi sur des techniques ligamentaires, sur lequel on exerce une contrainte locale, eh bien là, on a vraiment quelque chose d'hyper puissant qui marche vraiment bien. Et je dois dire que avec un peu, enfin l'expérience, maintenant ça fait 5 ans plus ou moins qu'on fait cette formation, c'est vraiment ce que les stagiaires, quand j'ai des feedbacks, c'est vraiment le pin and stretch, c'est vraiment super. Je l'utilise très régulièrement parce que voilà, ça marche bien, ça libère vraiment bien. Et donc, euh, et donc voilà. Je ne sais pas si j'étais clair au niveau de Ouais, la. on est un peu dans cette libération, un peu entre le muscle et son aponévrose, finalement, entre la myofibrie et Ouais, ouais, ouais. les Maintenant, tu peux être sur le tendon, tu peux être sur le périoste. Si tu as une antisopathie, tu peux exercer une contrainte longitudinale ou même transversale sur l'insertion tendineuse au niveau du périoste et selon les mêmes modalités, mettre en tension le conjonctif, le muscle, le tendon, c'est toujours pareil, hein. Et ça, c'est vraiment super comme technique, ça. C'est vraiment, vraiment On a bien souvent efficace. la mauvaise image du muscle, hein, qui est un truc tout rouge, enveloppé d'une enveloppe verte. Hein, finalement, c'est l'aponévrose. Mais quand on analyse un peu plus, d'un point de vue histologique, le muscle, on se rend compte qu'il y a des véritables invaginations conjonctives dans le muscle, à travers le muscle, et que finalement, grâce à ces techniques-là, nous allons pouvoir aller chercher à défibroser, décongestionner, faire réagir un peu le tissu au sein même de ces liaisons dites myoaponébrotiques finalement. Ouais.
Ok. Oui, il ne faut pas avoir un muscle avec deux tendons. En fait, le conjonctif du tendon va se prolonger Ouais, ouais, il est et complètement invasiné s'infler à au niveau du l'intérieur. muscle et les myofibrilles vont être réparties de part et d'autre de toutes ces invaginations. Et on ne va pas chercher la myofibrie, on va vraiment chercher le conjonctif, mais dans la profondeur. C'est toujours pareil, c'est très important. Et même dans la profondeur, un conjonctif qui est pas en forme, eh ben, il va véhiculer des douleurs ou des sensations d'inconfort chez le patient. Et donc Mauvais ça, c'est aussi drainage, très important de libérer. ça va jouer sur le drainage, sur le retour veineux, ça va jouer un peu sur toute la potentialité du muscle qu'on va perdre. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que tu l'utilises un peu en préventif, par exemple chez un sportif pour, je pense tout simplement au foot, hein, chez les ischio-jambiers qui sont très fragiles. Euh, Je pense que si tu es, par exemple, salarié d'une équipe ou si tu es attitré à un sportif de haut niveau ou si tu ne travailles qu'avec des sportifs qui ont les moyens de venir chez toi toutes les semaines, oui, on pourrait. En oui, pratique ostéopathique, c'est bien, mais c'est difficile à mettre en œuvre d'un point de vue purement préventif. oui, Maintenant, c'est toujours bien d'aller le chercher quand on fait un travail postural sur des chaînes qui sont en restriction, si on veut améliorer une statique, si on veut restaurer une mobilité locale, même s'il n'y a pas de douleur au moment de la consultation, c'est toujours intéressant. Mais vraiment, faire du préventif chez le sportif, pratiquement, c'est quand même compliqué. Mais bon, voilà, après, il y a plein d'autres indications. on sait très bien que de toute façon, en France, on n'est pas du tout dans la prévention. Donc, de toute manière, les gens ne viennent jamais, ou très rarement, en ostéopathie en préventif. Ils viennent surtout en curatif. Quand on Ouais, voit aujourd'hui que si on ne leur donne pas de rendez-vous dans la journée, ils vont voir quelqu'un d'autre. Donc, ils sont de moins en moins dans la prévention. Justement, tu parlais un peu des techniques Monéron, hein, de crochetage aux vibrations tendineuses. À la différence de ce que tu nous as présenté avant, hein, le clean and stretch, qui est plutôt longitudinal, là, tu utilises plutôt un abord transversal. ouais. On va se servir de relief. Parfois, c'est des reliefs osseux, souvent des reliefs ligamentaires ou tendineux pour en fait faire vibrer la structure. Bon, c'est en pratique, bon, hormis, alors, je ne vais pas mais il n'y a pas grande différence entre un tendon et un ligament sur la capacité qu'ils ont à intégrer l'information et à la véhiculer et ensuite réagir par rapport à cette information qui est donnée. Et même l'os et le périoste. Donc, ça, ce sont des reliefs qui sont intéressants. Et ce qu'on va faire, c'est on va mettre en tension la structure et on va s'organiser pour que, soit en accélérant le geste, soit en relâchant la structure, il y a une vibration qui s'opère et cette vibration va provoquer en fait une sidération du tissu sur lequel on agit, donc forcément un relâchement. Donc là, on a vraiment un message neurologique qui est intégré au niveau médulaire et puis qui est redistribué au niveau du segment sur lequel on agit. Donc ça, c'est pas mal d'un point de vue réflexe. Bon, par exemple, ici, on voit une cheville. C'est pas mal, même en aigu. Par contre, ça, c'est intéressant en complément, par exemple, d'un travail articulaire sur le talus, sur le calca, d'aller chercher justement les tendons pour aller les stimuler déjà très précocement et provoquer un orage, je veux dire, orthosympathique hein, pour essayer de drainer au maximum ces tissus qui ont été lésés. Donc ça peut s'utiliser sur du chronique, mais sur de l'aigu, c'est aussi une bonne indication. Dans l'entorse de cheville, c'est quasiment incontournable. Ouais. Euh, la technique du crochetage sur le tibial postérieur est Donc quasiment. on a le tibial postérieur, ici on a le tibial antérieur qui est une petite adaptation. Et puis on a le court et le long fibulaire aussi qui sont crochetés. C'est sur des lésions aiguës. Ah C'est ouais, bien, c'est intéressant. incontournable. Le tibial postérieur, effectivement. Le crochetage du tibial postérieur est Et véritablement après, j'aborde incontournable. aussi la membrane interosseuse et, bon, Alors, voilà, tout le reste. Hein. effectivement, hein, tout le conjonctif du segment jambier, la membrane interosseuse pour son côté vasculaire, drainage, le côté aussi proprioceptif hein, de toutes ces techniques. Hein. Effectivement, le tibial antérieur, hein, comme tout nous le montre, hein, en rapport direct avec le talus,
et tout l'aspect un peu proprioceptif de ce qu'on appelle la palette interne. Alors, dans les techniques que tu me proposes aussi, il y a un gros abord qui est fait sur effectivement tout ce qui va être les zones d'enclavement. J'ai pris comme exemple, hein, on a pris ensemble le nerf sciatique, hein, parce que ça me paraît être une grosse pathologie, en tout cas une grosse symptomatologie. Ouais, c'est pourvoyeur de pas mal de patients. Voilà, c'est le pourvoyeur de pas mal de patients. Sur ces fameuses sciatiques, on sait très bien qu'il faut faire la différence entre la vraie sciatique, la fausse sciatique, hein, la sciatalgie, hein, alors, tout de suite, on s'affole un peu dès l'instant où il y a un lumbago avec une sciatique. C'est un peu l'affolement cabinet. Faut-il le garder? Faut-il pas le garder? Et est-ce un diagnostic d'exclusion? Alors, on fait nos tests d'exclusion, tests de compression, les LASEG, etc. Et encore aujourd'hui, au cabinet, je viens de voir une patiente pour la deuxième séance. Et justement, par rapport à ces tests d'exclusion typiques, hein, c'était effectivement une patiente avec une symptomatologie lombo-sciatique. Et je fais ces tests d'exclusion et quasiment rien finalement. Il n'y avait pas d'ASEG, il n'y avait pas de test de compression positif, même pas de manœuvre de Vassalva, mais j'ai quand même pris garde et je me suis dit, bon, la manipulation va peut-être éviter. Et je lui ai bien sûr envoyé chez son médecin en lui demandant des examens complémentaires, mais ce n'est pas pour ça que je ne l'ai pas traité. Qui dit un diagnostic d'exclusion ne veut pas dire forcément le patient, on ne le traite pas et on le met dehors. Un diagnostic d'exclusion, c'est aussi un diagnostic sur lequel il faut contourner et parfois changer de stratégie. Et à travers ça, je lui ai fait un peu ce que tu vas nous expliquer, hein, les techniques sur le piriforme, les techniques de la zone d'enclavement, des techniques un peu peut-être certes antalgiques, mais c'est déjà un plus. Hein, et elle est revenue aujourd'hui avec une amélioration considérable de la symptomatologie et un scanner avec, bien sûr, ce que je suspectais, une hernie discale. Voilà. Donc, on est sur une hernie discale avec tous les diagnostics d'exclusion qui sont négatifs. Encore une fois, on remet en cause les tests, hein, puisque je m'aperçois souvent que les tests cliniques sont quand même pas si fiables que ça. Mais au moins, l'avantage d'avoir un doute, de ne pas forcément traiter la zone articulaire et de se servir du tissu mou, c'est qu'on n'est pas dangereux et qu'on arrive à soulager les patients. Justement, tu vas nous parler un petit peu de ces zones d'enclavement à travers le nerf sciatique et comment tu l'utilises et comment tu les vois. Ouais, alors je disais que en fait, j'utilisais le neuroméningie ou les pathologies neurales, ou surtout tronculaires. Radiculaire, c'est un peu plus compliqué parce que on est plus sur l'articulaire, mais euh, comme fil conducteur pour pouvoir aborder les différentes zones au niveau du corps. Donc, on a le nerf sciatique, on a le nerf radicular, on a les 3-4 nerfs au niveau du membre supérieur. On va aborder aussi Arnold. Et donc, ça, c'est intéressant parce qu'à travers forcément le cheminement de ces différents nerfs, on a toutes les structures autour qui sont là et donc on donne des indications. Alors, forcément, les indications ne sont pas que dans le but d'aller libérer un conjonctif autour d'un nerf sciatique ou d'un nerf ulnaire. On fait chaque fois référence après à d'autres pathologies et d'autres indications en traitant la zone concernée. Et ce qu'il faut savoir aussi au niveau du neuroménager, c'est que on a souvent des douleurs qui sont véhiculées par les nerfs, qui ne sont pas forcément des douleurs compressives à l'origine du nerf, qui ne sont pas forcément des hernies discales, qui ne sont pas forcément des arthroses foraminales, mais on peut avoir des douleurs qui sont induites par une modification du tissu conjonctif autour du nerf. Donc là, on a les grosses zones d'enclavement un peu bateau que tout le monde connaît, hein. Mais quand vous avez par exemple un piriforme qui est en hypertonie, s'il est en hypertonie depuis quelque temps, vous avez une modification du tissu conjonctif à ce niveau-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas une compression qui est directement mécanique au niveau du nerf sciatique, c'est qu'il y a un appauvrissement de la vascularisation autour du nerf dans cette zone au niveau du tissu conjonctif. Donc, ce n'est pas la contraction du piriforme qui fait qu'on va avoir une sciatique, sinon, chaque fois qu'on ferait de la rotation externe, on aurait un coup d'électricité dans la jambe. Mais c'est véritablement la modification du tonus du conjonctif du piriforme
qui fait que la vascularisation au niveau du vasonervum du nerf n'est pas bonne. Et à partir de là, et progressivement, le patient peut déclencher une symptomatologie irradiante sur le nerf sciatique. Donc, on va passer en revue les différentes zones qui peuvent influer justement sur cette vascularisation autour du nerf et qui peut modifier, bien sûr, et donner une symptomatologie sur le nerf sciatique. À la fois dans son origine et bien sûr dans sa périphérie. On parle bien sûr du nerf tibial, le fibulaire profond. On voit le sciatique dans son entièreté, en fait, Ouais. de la racine jusqu'au bout du pied. Et en se basant sur l'anatomie, on vient quelque part un peu élargir, c'est un grand mot, mais élargir et surtout améliorer la vascularisation locale. Effectivement, comme tu le dis, je suis tout à fait d'accord avec toi, il ne faut pas oublier qu'un nerf, il y a des vasonervorum, et qu'un nerf est par définition, et la gaine de Milly est par définition vascularisée. On a souvent pensé que, en parlant de ce piriforme, il pinçait le nerf sciatique. Le piriforme n'a jamais pincé quoi que ce soit. Dès l'instant où on a une sciatalgie d'origine pyramidale, ce qu'on appelle tout simplement le syndrome pyramidal, c'est toutes les deux des conséquences, et que ce soit la condition du pyramidal et la condition du nerf sciatique, c'est une sorte de même origine. C'est encore et encore une fois une perturbation neurovégétative qui va automatiquement créer un appauvrissement vasculaire et ce qu'on connaît comme symptomatologie. Alors, on parle un peu aussi du nerf tibial. Alors, on voit sur la photo les nombreuses zones d'enclavement qui existent. Ce nerf tibial traversant toute la masse du triceps sural et avec tout l'apport conjonctif, les cloisons que ça peut entraîner, et la zone un peu de contrainte et de convergence ici au niveau du substanticulum tali. C'est une technique que tu utilises fréquemment dans tout ce qui doit être entorse, aponévrose, je suppose, aponévrosite. Ouais. Et, bien libérer ça aussi dans les pseudo-aponévrosites plantaires ou douleurs de la plante du pied. Mais vous pouvez avoir donc dans des séquelles, par exemple d'entorse ou de traumatisme au niveau de la cheville, sur du long terme, après 6 mois, 1 an, des gens qui vont développer des douleurs à partir de fixations distales du nerf sciatique, parce qu'un nerf sciatique, ça doit pouvoir se mobiliser longitudinalement et intrinsèquement aussi, c'est comme un peu un élastique. Et donc forcément, s'il y a des fixations même distales qui ne sont pas forcément des compressions radiculaires ou à l'émergence à l'origine, ça peut aussi donner des douleurs. Donc toutes ces structures doivent être passer à l'inventaire et voir si elles sont en bon état d'un point de vue trophique. Et donc, on peut aller libérer par exemple ce rétinaculum défléchisseur pour améliorer justement les plans de glissement et puis les plans de glissement du nerf par rapport au tendon, par rapport aux muscles et par rapport à cette nappe conjonctive. Et donc, il y a plein d'indications qui sont intéressantes. Voilà. Donc, ça, par exemple, voilà, dans les écoles d'ostéo, on n'en parle pas beaucoup. Et moi, j'ai toujours été un peu attiré par ça parce que j'étais toujours un peu frustré. Moi, j'avais vu du Jones, du Mitchell. Ça marche bien, je ne dis pas, mais dans certains cas, on est un petit peu limité. Donc, je pense que ce sont des techniques qui sont intéressantes voilà, pour le tissu mou. On voit ici une mobilisation neuronale complète, justement, de ce. Ouais, ça, j'ai jugé bon aussi travailler sur la mobilisation neurale parce qu'on va libérer toutes les zones d'enclavement. Puis si on veut être complet et aller jusqu'au bout, il faut pouvoir aussi redonner un petit peu de mobilité à cette corde qu'est le nerf sciatique, ou plutôt à cet élastique. Et quand je voyais un petit peu les ostéopathes faire de la mobilisation, c'était surtout des mises en tension. Et en fait, il ne faut pas mettre en tension un nerf de manière prolongée, parce que sinon, on collabe aussi les capillaires et les artérioles, qui, donc je veux dire, c'est pas très bon quand on a une pathologie tronculaire. Et donc, voilà, je fais un petit aparté en plus sur les techniques neurodynamiques, sans vouloir, en faire le tronc de la formation, mais pour vraiment être complet dans l'abord de pathologie, de douleurs de type neural. Voilà, tu nous montres un peu la mobilisation globale qu'on peut faire en cabinet au niveau du nerf sciatique.
dans son approche un peu globale. Et puis, voilà, je vais terminer un petit peu. On a parlé d'épaule, on a parlé du nerf sciatique. Bien sûr, sur une heure, on a voulu faire d'abord une approche globale un peu de ces techniques de reboutement. On pourra éventuellement se revoir d'ici la fin de l'année, j'espère. Oui, on se reverra d'ici la fin de l'année. Et on abordera peut-être dans une vidéo deuxième, si vous voulez, une conférence deuxième, une technique spécifique sous forme de vidéo, un abord spécifique sous forme de vidéo, mais on ne pouvait pas balayer aujourd'hui à la fois les origines, ta présentation, l'aspect un peu général, qu'est-ce que le reboutement finalement, et puis on a montré un peu quels sont un peu ton panel de techniques, tes outils, ta caisse à outils. On va terminer ce soir sur le rachis cervical et est-ce que tu peux nous dire un peu sur les techniques du rachis cervical en reboutement avant de conclure cette réunion, cette vidéo. Le rachis cervical, ici, par exemple, c'est la photo des techniques sur l'enclavement du nerf d'Arnold. Ouais. Donc ça, c'est toujours intéressant. Tu avais fait une petite présentation sur ces deux. Ben voilà, on est encore dans le complément au niveau technique. On a des techniques aussi sur le cuir chevelu pour aller chercher justement la libération des tissus au niveau de l'aponévrose épicrânienne. Et alors, si on veut vraiment être complet, ben voilà, on travaille aussi sur le rachis cervical. Le rachis cervical se travaille beaucoup sur des pressions glissées. On rentre vraiment dans les tissus. C'est pas forcément désagréable, mais ça libère pas mal de choses. Alors, c'est super bien aussi sur les dysfonctions très chroniques ou sur je veux dire, les asymétries posturales importantes au niveau cervical. On peut vraiment bien libérer les tissus et après avoir je veux dire, une fenêtre articulaire plus facile. Voilà, alors c'est toujours intéressant au niveau des tissus mous, c'est d'utiliser avant ou après la technique articulaire. Après, ça dépend un petit peu de la façon dont on travaille et je veux dire, de l'enseignement qu'on a reçu. Mais c'est toujours intéressant que les deux techniques soient complémentaires. Et voilà, globalement. Après, c'est comme tout le reste, c'est le rachis cervical, mais c'est comme ce qu'on a expliqué sur le tissu conjonctif. On a des très bonnes techniques sur l'élévateur de la scapula. On a des super bonnes techniques en pin and stretch sur les tissus de l'épaule. Ça marche vraiment bien. C'est certain que l'épaule, c'est avant tout du tissu mou avant de l'articulaire. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. L'épaule, c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est surtout du tissulaire et un tout petit peu d'articulaire. Ça, c'est clair. Ouais. Sur ces techniques de rachis cervical, on parle beaucoup, voilà, on montre un exemple sur la névralgie d'Arnold, mais bien sûr, les céphalées postérieures, les migraines, les vertiges, on va avoir un intérêt aussi à aller chercher cette zone à la fois végétative, vasculaire et proprioceptive. On est quand même au cœur du végétatif, là. Ouais. Ce qui est pas mal aussi au niveau cervical, c'est par exemple, tu demandes à un patient de tourner la tête, on voit qu'il y a une certaine limitation. Après avoir fait ces techniques tissulaires, on a en général, très, très, très fréquemment, un gain et parfois assez surprenant de ces mouvements qui sont des mouvements majeurs, des mouvements combinés. Donc, on peut rester avec des dysfonctions, on peut rester avec des fixations, par exemple de C3, de C2, de C3, mais la mobilité globale est améliorée. Donc ça, c'est déjà pas mal. Et après venir, ou même avant venir sur l'articulaire spécifiquement, là, c'est je veux dire, la cerise sur le gâteau pour vraiment libérer le patient, éviter que ça ne revienne. Mais je veux dire, sur les mouvements majeurs, on voit quand même, les mouvements majeurs et actifs, on voit quand même très, très, très souvent une belle amélioration. Voilà, bah écoute, je te remercie de nous avoir accordé du temps ce soir, déjà pour te présenter. Tu fais partie maintenant depuis 5 ans de l'équipe Ostéostructure, équipe d'ailleurs qui va continuer de grandir avec Laurent Baudricourt qui nous rejoint, Josépha, voilà, pour ceux qui connaissent. Et puis l'année prochaine, la pédiatrie, une équipe pédiatrique là, qui vient de Belgique.
que tu connais peut-être, hein, et puis d'autres formateurs qui vont venir nous rejoindre et qui vont exposer un peu leurs différents points de vue. On est ouvert à tous les points de vue finalement, on essaie de trouver des points communs, on essaie de proposer des alternatives et surtout trouver des solutions parfois à nos problèmes. Donc tu as très bien expliqué un peu ton point de vue ce soir sur le rebootement. Voilà, c'est une belle première vidéo. On aura sûrement l'occasion, je vais te solliciter, hein, sûrement l'occasion de revenir là-dessus, peut-être sur des techniques un peu plus spécifiques ou sur un traitement peut-être un peu plus Ouais, spécifique. on peut faire quelques vidéos, hein, ça peut être Voilà, pas mal. exactement, sous forme de vidéo. Mais je voulais avant tout ce soir, par rapport à nos auditeurs, leur expliquer un peu ce qu'était que le rebootement, d'où ça venait, hein, et qu'ils comprennent un peu l'intérêt, encore une fois, de ces tissus mous, on va plus l'appeler finalement le tissu mou, ce tissu conjonctif, dans l'apport global, hein, de nos traitements, dans l'approche globale de nos traitements. Je te remercie beaucoup, Laurent, pour ta disponibilité, ta sympathie, hein, tu le sais Pas très de bien. souci, Ah, avec plaisir. on se voit bientôt Ça et roule. on se retrouve bientôt donc une nouvelle vidéo sur ostéostructure. D'autres thèmes vont suivre, le diaphragme. Hein, on reviendra d'ici le mois de décembre sur le rebootement avec une approche un peu plus spécifique sur une pathologie par exemple. Hein, et puis d'autres thèmes arriveront. Hein. Le but, encore une fois, c'est de vous présenter gratuitement, hein, du contenu sur diverses approches ostéopathiques. Je vous remercie à tous et à toutes. Je vous souhaite de passer une bonne soirée et à une prochaine sur les vidéos, les conférences ostéoculture. Voilà, merci à tous. Alors, je vais vous envoyer mon adresse mail que je vous note tout de suite ici sur la conversation. Alors, je ne me trompe pas. Voilà. Si vous voulez revoir, donc voilà, je vous ai tous donné mon adresse mail. Donc, si vous voulez revoir cette vidéo, elle a été enregistrée dans son intégralité. Donc, je vous la transférerai, je vous transférerai le lien sans aucun problème. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour avoir cette vidéo et revoir cette vidéo. Merci à toi, Laurent. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Salut! Salut.